Direction l'Argentine cette semaine pour découvrir une affaire emblématique qui est devenue à elle seule le symbole de la répression policière menée à l'encontre des jeunes, héritée du temps pas si lointain où le pays était encore une dictature. Et pourtant, tout avait bien commencé au détour d'un banal concert. Alors que des milliers de jeunes viennent assister à la représentation, ils sont accueillis par une armada de policiers prêts à en découdre pour strictement aucune raison. Ce soir-là, ils sont une centaine à être arrêtés arbitrairement. Parmi eux, il y a Walter. Arrivé en parfaite santé au commissariat, c'est entre la vie et la mort qu'il en ressortira. C'est l'injustice de trop, il n'en fallait pas plus pour que le pays s'embrase. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Walter Bulaccio. Comme toujours les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à la booster et à vous abonner. Allez, cette semaine c'était en Argentine qu'on se rend et celui qui nous intéresse c'est lui, Walter Bulaccio, un adolescent de 17 ans. Il est originaire d'Aldo Bonzi, une ville située dans l'ouest du Grand Buenos Aires. C'est vraiment un petit jeune sans histoire, un ado typique des années 90, puisque oui, l'affaire a eu lieu en 1991 et comme énormément de jeunes à l'époque, Walter est passionné de rock alternatif, un mouvement musical émergent très populaire auprès des jeunes. Son groupe préféré c'est les Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, un groupe argentin très en vogue à l'époque. Il est même à ce jour considéré comme l'un des plus influents de l'histoire de la musique rock argentine. Les Patricio Rey ont connu le succès grâce aux bouche à oreille. Ils ont longtemps joué dans de petites salles de concert, dans l'anonymat le plus complet, avant de progressivement gagner en popularité et de devenir à la fin des années 80 ultra populaire, et notamment auprès de la jeunesse argentine. Et quand Walter apprend qu'il prévoit de jouer non loin de chez lui, il est fou de joie. À l'époque, c'est un véritable événement. Le concert a lieu au stade Obras Sanitarias, aussi surnommé le Temple du Rock. Il a une capacité de 4700 places. À titre de comparaison, l'Olympia c'est 2000, mais le Stade de France c'est 80 000. Mais 4700, c'était vraiment énorme pour l'époque en Argentine. Et forcément, Walter veut en être. Il les a encore jamais vus jouer. Mais le problème, c'est que ses maigres économies ne lui permettent pas de s'offrir une place. Mais pas de panique, au concert des Patricio Rey, même si c'est pas automatique, il n'est pas rare que les portes s'ouvrent un certain temps après le début du spectacle pour que ceux qui n'ont pas pu s'acheter de billets puissent quand même profiter d'une partie du spectacle. Donc, ils sont nombreux à prévoir de faire comme Walter, à savoir attendre aux abords du stade en espérant que les portes s'ouvrent. Mais il est quand même utile de préciser que dans les années 90, ne pas avoir de place de concert n'empêchait pas les jeunes argentins de quand même se rendre au concert. Ils restaient juste devant les salles de concert à bavarder. C'était l'occasion pour eux de rencontrer d'autres jeunes partageant la même passion. Mais concernant Walter, l'ambiance c'est bien, mais il espère vraiment, mais vraiment pouvoir assister au concert. Ses attentes sont immenses, c'est donc excité comme une puce que le jour J, le vendredi 19 avril 1991, en fin d'après-midi, il se rend aux abords du stade. Il est accompagné d'un groupe d'amis tout aussi fans que lui. Lorsque le concert commence dans les alentours de 20h30, ils sont encore nombreux à attendre devant le stade pour les raisons que vous connaissez. Et l'ambiance est relaxe. Des petits groupes se sont formés ici et là, ça discute. Et ça tend aussi l'oreille parce que d'où ils sont, ils entendent un peu le concert, mais ils ne sont pas les seuls à attendre. Plus d'une centaine de policiers aussi. Ils sont là à attendre le feu vert de leurs supérieurs pour pouvoir intervenir dans le cadre de ce que les Argentins appellent une razzia. Alors, c'est quoi une razzia ? C'est une descente de police dont le but est d'arrêter et d'embarquer un maximum de citoyens, comme ça, au hasard, pour pouvoir ensuite contrôler leurs identités / antécédents au poste. Les autorités argentines considérant que c'est là une manière musclée, certes, mais efficace de lutter contre la criminalité et de maintenir l'ordre, mais en réalité, c'est ni plus ni moins que de la répression. La razzia est une pratique très connue et très redoutée des Argentins, héritée du temps où le pays était une dictature militaire, et c'était il y a pas longtemps. L'Argentine était encore une dictature 8 ans auparavant, ce qui signifie que Walter a vécu toute son enfance sous la dictature. Et à cette époque, la population, surtout les jeunes, vivait un harcèlement policier intense. Et avec le retour de la démocratie en 83, les Argentins s'attendaient à ce que les razzias disparaissent. Mais non, elles ont perduré. Et dans les années 90, ce sont surtout les jeunes qui sont visés. Les autorités ciblant spécifiquement des événements susceptibles d'attirer une population jeune, comme des événements sportifs ou des concerts. Donc le but, c'était de faire un énorme coup de filet. Les policiers devaient même capturer un certain quota de personnes. Et ce sont généralement des opérations de grande ampleur. Et les razzias sont tout à fait légales. Elles sont possibles grâce à une loi, la loi sur la procédure de vérification d'identité, qui permet aux policiers d'arrêter qui ils veulent, quand ils veulent. Or, pouvoir arrêter quelqu'un dans la rue comme ça sans raison et mettre ce quelqu'un en cellule, donc le priver de liberté, c'est quoi si c'est pas de l'abus de pouvoir? Donc concrètement, cette loi, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, un genre de carte joker pour les policiers. Et vous imaginez bien que les jeunes qui se trouvent devant le stade, le soir du concert des Patricio Rey, tout ça ils le savent. Ils savent que les policiers persécutent les jeunes sans raison, sous de faux prétextes,
et en utilisant la force. Parce que ces pseudo-vérifications d'identité, c'est pas « bonjour monsieur, vos papiers ». Non, vous allez voir que c'est bien plus musclé que ça. Mais ce que ces jeunes ne savent pas, c'est qu'ils sont justement sur le point d'en vivre une. Et non des moindres, encore une fois, c'est plus d'une centaine d'agents qui attendent planqués dans des bus, ça et là, dans les rues parallèles. Alors que la razzia est imminente, il n'y a toujours rien à signaler. Ce sont principalement des adolescents et des jeunes adultes qui sont là. Et ils discutent tranquillement, dans le calme. Et c'est à 21h15 précise que l'opération est lancée. Et c'est une véritable horde de policiers qui se ruent sur les jeunes. L'effet de surprise est total. Et comme on pouvait s'y attendre, les policiers tapent sur tout ce qui bouge. Entre les coups de matraque, de pied, de poing et les gaz lacrymogènes, l'ambiance est vite apocalyptique. Et alors que la foule se disperse, parce qu'ils veulent tous échapper aux policiers, ils ont peur. Lors des razzias, les passages à tabac sont si violents qu'on ne compte plus les morts. Tout le monde court, sauf Walter et ses amis. Eux décident de rester là où ils sont. Alors ils sont pas stupides. Ils savent que c'est une razzia qui est en train de se dérouler, mais pour eux c'est une question de principe. Après tout, pourquoi s'enfuir s'ils n'ont rien fait de mal? Et c'est aussi un peu un acte de résistance. Alors au moment de leur arrestation, ils essayent de parler avec les policiers, leur demander pourquoi, qu'ils n'ont rien fait. Mais les policiers sont clairement pas là pour discuter. C'est sous les coups qu'ils sont arrêtés puis forcés à monter, comme les autres, dans un immense bus. Et ce soir, ils seront 130 à être arrêtés. Ils sont conduits au tristement célèbre commissariat numéro 35 de Núñez, qui est réputé pour avoir organisé de nombreuses razzias. À leur arrivée au poste, les jeunes sont jetés et entassés dans des cellules pour par la suite être interrogés un à un. Du fond de leurs cellules, ils sont nombreux à crier leur innocence. En réponse, ils sont roués de coups. Et je vous laisse imaginer ce que ça peut faire, ne serait-ce qu'un coup de matraque dans la figure. C'est de la violence gratuite et la peur d'être passé à tabac fait bientôt taire la plupart des prisonniers. Et l'un des amis de Walter, Nazareno, faute de pouvoir parler, écrira sur le mur de sa cellule « Georges, Walter, Kiko, Eric, Léo, Nico, Nazareno, Bétu, Hector, nous sommes tous tombés pour être restés immobiles. » Et pendant les interrogatoires, c'est pareil. Un regard de travers ou un bégaiement et c'est parti pour une rafale de coups. Les concernés ont parlé d'un déferlement de haine. Alors imaginez l'état d'esprit des policiers pour être aussi sauvages. Et ce soir-là, le chef du commissariat qui dirige justement l'opération, le commissaire Angel Exposito, a laissé carte blanche à ses agents. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent et avec sa bénédiction. Et selon les témoins, Walter ne se taisait pas. Même s'il était frappé, il n'arrêtait pas de répéter « on ne faisait rien de mal ». Et il était sincèrement outré, donc il le verbalisait. Et s'il est autant révolté, c'est aussi parce qu'il connaît ses droits. Il sait que les policiers n'ont pas le droit de détenir des mineurs sans en informer leurs tuteurs légaux. Or, quand il demande aux agents à ce qu'il contacte son père, parce que c'est son droit, il prend en fonction de l'humeur du flic qu'il a en face de lui. Tantôt des insultes, tantôt de l'ignorance, tantôt des coups. Et ils sont 11 à être dans ce cas, ce soir-là. 11 mineurs. Et légalement, les tuteurs légaux doivent être informés de l'arrestation en cours. Et ça va même plus loin en réalité. La loi est plus stricte les concernant. Si un agent a le droit d'arrêter un mineur, il n'a en revanche pas le droit de le mettre en cellule. Il n'a pas ce pouvoir. Seul un juge là. C'est lui qui décide si la détention est justifiée ou non. Et ensuite seulement, et que si un juge est d'accord, le mineur peut être écroué. Or, du temps de la dictature, c'était le commissaire qui décidait, transformant ainsi la fonction de commissaire en celle de juge, lui permettant ainsi de décider du sort des mineurs. Mais plus depuis le retour de la démocratie. Donc ils sont 11 à être incarcérés illégalement ce soir-là. Les agents le savent et mieux que personne, mais ils s'en fichent. Si la loi les force à faire ci, ça ou ça, dans la pratique, ils font ce qu'ils veulent. Et la raison, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune conséquence pour eux. Les violences policières n'étaient quasiment jamais punies en Argentine. Donc si Walter croit du fond de sa cellule que les temps ont changé et qu'il a des droits, il se trompe. Et il sous-estime complètement de quoi sont capables les policiers lors de ces razzias. Et qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre. Pour les policiers, ça revient à leur tenir tête. Donc ça les met en colère. Donc ok, Walter reste digne, mais il se prend quand même de sacrés torgnoles. Donc il va commencer à être de plus en plus amoché. Et dites-vous qu'à ce moment-là, il n'a même pas encore été interrogé. Quand il sera interrogé, il sera seul en face de tout un groupe de policiers hostiles, à qui il a cassé les bonbons là, pas mal de fois, en criant son innocence derrière les barreaux. Mais du fond de sa cellule, et même s'il se fait malmener, eh bien, il continue à leur tenir tête. Et le fait qu'il ne soit pas impressionné a le don d'irriter les agents. Et à un moment, trop c'est trop, c'est le commissaire Exposito en personne qui vient le chercher, direction la fameuse salle d'interrogatoire, où des policiers se relayent, et qui sait ce qui s'est passé à l'intérieur, une chose est sûre, c'est dans un état dramatique que Walter en ressort. Il est couvert de sang, de blessures, et il ne peut même plus marcher. Ce sont les policiers qui doivent le porter.
et il est jeté sans ménagement dans une cellule où il est à nouveau roué de coups. Ses mains sont alors ligotées dans le dos à l'aide d'une corde et c'est le commissaire Exposito lui-même qui claque la porte de sa cellule en lui lançant qu'il n'a eu que ce qu'il méritait et que c'était bien fait pour lui. Et Walter va rester là des heures. Son état est grave. Il demande plusieurs fois à être soigné, mais les policiers refusent. Plus tard encore, comme il a du mal à respirer, il demande à ce qu'on lui apporte de l'oxygène. Réponse encore une fois négative de la part des policiers. Bientôt, il perd connaissance. Et ce n'est qu'au lever du jour, le matin du 20 avril, qu'enfin les policiers ne remarquent son état. Ils essayent de le réveiller, mais sans succès. Ils vont donc lui prodiguer les premiers secours sur place, mais c'est pareil, il ne se réveille pas. Là seulement, les policiers prennent conscience de la gravité de son état. Et donc, c'est en urgence et sous escorte policière qu'il est conduit à l'hôpital du district, l'hôpital Pirovano. À son arrivée, son état est tel qu'il est immédiatement conduit en salle de soins intensifs. Et par miracle, il reprend connaissance juste avant l'intervention des médecins. Et l'un d'eux ne peut s'empêcher de lui demander qu'il l'a, je cite, torturé ainsi. Parce que vous verrez après dans quel état hallucinant il était. Ce à quoi Walter répond péniblement, les flics, avant de perdre connaissance. S'il présente un nombre hallucinant de blessures, la plus grave, celle qui risque de lui coûter la vie, c'est une fracture qu'il a au crâne et qui a entraîné l'accumulation d'une poche de sang qui a provoqué une rupture d'anévrisme. Ce qui explique son état dramatique lorsqu'il était en cellule. En fait, il était en train de faire un anévrisme. Son pronostic vital est engagé. Il ne sera sauvé que si les médecins parviennent à contenir l'hémorragie. Et qui sait quels dégâts elle a déjà fait, alors que les médecins s'activent pour tenter de lui sauver la vie. La nouvelle de la razzia policière commence à être relayée par les médias et c'est loin d'être une bonne pub pour la police. Elle est fustigée parce que les Argentins en ont marre de cette répression incessante et de ces arrestations arbitraires. Mais rien de nouveau sous le soleil non plus. Les autorités ont l'habitude. Elles savent que les choses se tassent rapidement, qu'à chaque razzia, ça fait un peu comme un soufflet au fromage qui retombe. La population hurle au scandale, puis une actualité en chasse une autre. Sauf que l'affaire de Walter, elle va prendre de plus en plus d'ampleur lorsque va commencer à se propager une rumeur selon laquelle la police aurait torturé un adolescent et qu'il serait dans le coma. Dites-vous qu'à ce moment, personne n'est encore au courant de ce qui est arrivé à Walter. On n'en est qu'au stade des rumeurs. Et c'est un peu plus tard, à 10h30, que la famille de Walter arrive à l'hôpital. Et c'est vraiment immonde la manière dont elle a été traitée. Dites-vous que les policiers n'ont jamais pris la peine de prévenir la famille de Walter. C'est un adolescent qui était détenu avec Walter et qui le connaît, qui a vu dans quel état il était, qui a décidé au petit matin à sa libération de foncer chez Walter pour prévenir son père. Le père de Walter s'était de suite rendu au commissariat où on l'avait fait poireauter des heures sans rien lui dire, avant d'enfin annoncer, un peu avant 10h30, que son fils avait fait une crise d'épilepsie et qu'il a été hospitalisé. Et dans quel hôpital le trouver? Est-ce que c'est pas une honte, franchement? Et ce n'est qu'une fois arrivé à l'hôpital que le papa a été informé du réel état de Walter. Il déclara plus tard: personne ne m'a prévenu. C'est un garçon qui était détenu avec lui qui m'a prévenu. Mon fils avait pourtant un téléphone, une adresse et tout ce qu'il fallait pour pouvoir m'appeler. Les rumeurs vont s'intensifier tout au long de la journée. Toujours aucune annonce du côté des autorités. Elles restent silencieuses. Le lendemain matin, le 21 avril, comme l'état de Walter ne s'est toujours pas amélioré, il est transféré dans un hôpital mieux équipé, l'hôpital Fernandez. Et bientôt, la rumeur n'en est plus une. Les médias annoncent dans la matinée qu'un jeune est effectivement entre la vie et la mort, mais personne ne sait encore qui, ni le pourquoi du comment. Et comme les autorités s'entêtent à ne faire aucune déclaration, à l'annonce de la nouvelle, d'autres rumeurs vont apparaître. Certaines affirment que si ce jeune a été hospitalisé, c'est parce qu'il a été torturé par les policiers, quand d'autres affirment qu'il a simplement fait une crise d'épilepsie et que donc les policiers ne sont pas impliqués. Et pendant ce temps, même si les médecins font de leur mieux, l'état de Walter se dégrade, son pronostic vital est plus que jamais engagé. Décision est alors prise de le transférer à la clinique Mitre, qui jouit d'un meilleur équipement encore que celui de l'hôpital Fernandez. Nous sommes alors 2-3 jours après les faits. Interrogés par les médias, les proches de Walter ne cachent pas leur désarroi et ils accusent les policiers d'être responsables de son état, réfutant au passage cette histoire de crise d'épilepsie, au motif qu'il n'a jamais fait de crise d'épilepsie. Et en réponse au silence insupportable des autorités et de peur qu'elles ne fassent rien, les proches de Walter, sa famille, ses amis et ses camarades de lycée décident d'organiser une manifestation. Alors même que Walter est toujours dans le coma, ils sont nombreux à défiler et à réclamer justice. Et à ce moment, l'état de Walter ainsi que les violences policières sont au cœur de l'actualité. On ne compte plus le nombre de débats, la majorité estimant que ces razzias ne sont ni plus ni moins que de l'abus de pouvoir et qu'elles doivent cesser. Et la police est aussi montrée du doigt pour s'être attaquée à de jeunes innocents qui n'aspiraient qu'à une chose, assister à un concert, mais pas que. Ils sont aussi conspués pour avoir interpellé 11 mineurs alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Et c'est 5 jours après l'admission de Walter à la clinique Mitre, au matin du 26 avril, que la nouvelle de son décès tombe. Les médecins annoncent via un communiqué qu'il n'a pas survécu, qu'il a, je cite, succombé
à ses blessures et qu'une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes exactes de sa mort. Et cette annonce, l'annonce de son décès, elle va provoquer une véritable onde de choc à travers le pays. Elle vient jeter de l'huile sur le feu à un moment où la tension était déjà palpable. Des manifestations éclatent le jour même aux quatre coins du pays. C'est la goutte de trop pour les Argentins qui se demandent pourquoi un adolescent censé être protégé par la police s'est retrouvé quick par elle. Et tout le monde se sent concerné, des plus jeunes aux moins jeunes, parce que dans le fond, ce qui lui est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. Ils sont en colère, ils en ont marre que les policiers se payent toujours le luxe d'outrepasser leurs fonctions. Donc c'est en masse qu'ils descendent dans la rue pour de un réclamer des sanctions exemplaires à l'encontre des auteurs et de deux que la loi change, que ces razzias cessent et que cette loi sur les vérifications d'identité soit abrogée parce qu'elle n'est qu'un prétexte permettant aux forces de l'ordre d'arrêter qui ils veulent quand bon leur semble et sans aucune raison. Un pouvoir dont ils usent et abusent depuis des décennies pour intimider la population. Mais quand les Argentins découvrent qui était Walter et les résultats de son autopsie, le contraste entre son innocence et l'ampleur de ses blessures est tel que là, ce sera l'embrasement. Ils découvrent que Walter est un ado tout à fait banal, sans le moindre casier judiciaire. Il était en terminale au lycée national Rivadavia. Il habitait chez papa-maman, faisait ses devoirs en rentrant du lycée, sortait avec ses amis. Récemment, il avait décroché un petit boulot dans un club de golf où il était tantôt caddie, tantôt caissier. Son but était d'économiser assez d'argent pour financer un voyage qu'il avait organisé avec ses copains du lycée. C'était bientôt la fin du lycée et il voulait marquer le coup. Mais peu importe ce qu'il gagnait, il prévoyait toujours un bon budget croquette pour pouvoir nourrir les chiens errants de son quartier. Ils sont nombreux à sillonner les rues de la ville le ventre vide. Donc en plus d'être jeune et innocent, il avait aussi le cœur sur la main, ce garçon. Après le lycée, il comptait étudier le droit à l'université. Il avait deux passions dans la vie, le foot, comme quasiment tous les jeunes de sa région. C'était un fan absolu des San Lorenzo. Il ne ratait jamais aucun de leurs matchs. Et son autre passion, c'était donc le rock alternatif et en particulier les Patriciore. Et le soir du concert, avant de partir, il avait embrassé sa mamie qui lui avait dit de faire attention et la suite, vous la connaissez. Et Walter n'avait jamais eu affaire de sa vie à la police. Il n'avait jamais vécu ne serait-ce qu'une arrestation. Et c'est sans doute pour ça qu'il est resté statique, qu'il n'a pas fui comme les autres, parce qu'il n'avait pas conscience du danger, et sans doute aussi qu'il répondait, qu'il osait répondre du fond de sa cellule. Quant au résultat de son rapport d'autopsie, il a été dénombré sur son corps un nombre incalculable de blessures, et on ne va pas toutes les énumérer. On va se contenter d'énumérer les plus importantes. Arrivé à l'hôpital, son épaule était visiblement fracturée. Donc on parle d'une fracture visible à l'œil nu. Son visage était méconnaissable, couvert d'hématomes et de blessures. Mais la plus impressionnante, celle qui le défigurait complètement, c'était celle qu'il avait aux lèvres. Elles étaient complètement déchirées. Il avait plus de dents aussi. Elles avaient toutes été cassées. Imaginez un peu la violence et la répétition des coups pour en arriver là. Il avait aussi des traces de ligature au poignet, ce qui indique qu'il a essayé pendant un long moment de se défaire de ses liens. On rappelle qu'il a été entravé à l'aide d'une corde. Il a, selon le médecin, été battu à coups d'objets contondants à la tête, au torse et au bras. Il a des blessures sur tout le corps, sur les bras, sur les doigts et en particulier sur les jambes. Sa grand-mère a dit que ses jambes étaient méconnaissables tant elles étaient meurtries. Elles avaient comme doublé de volume. Il présentait plusieurs traumatismes crâniens infligés à l'aide d'un objet contondant, probablement une matraque. L'une de ces fractures ayant provoqué une hémorragie, puis une rupture d'anévrisme. Il avait aussi la plante de l'un de ses pieds brûlée. Imagine à quel point il faut être zinzin pour avoir l'idée de faire ça. Le médecin a parlé d'actes de torture et de barbarie et il est mort des suites d'une rupture d'anévrisme provoquée par un trauma crânien. Et en découvrant toute l'étendue de ces blessures, les Argentins sont bouleversés et au-delà de réclamer justice, ils veulent savoir ce qu'il s'est exactement passé cette nuit du 19 avril. C'est un soulèvement populaire sans précédent que connaît alors le pays. Les Argentins descendent toujours plus nombreux dans les rues. C'est à ce moment que naît un slogan qui allait devenir ultra populaire. Je le savais que Bulaccio a été tué par la police. Il va résonner à chaque manifestation, à chaque concert et dans toutes les files d'attente de jeunes qui patientent devant les sacs de spectacle. Les jours suivants, alors que les manifestations s'enchaînent, c'est toujours silence radio du côté des autorités. On apprendra plus tard qu'aucun tribunal n'a voulu prendre en charge cette enquête ô combien sensible. L'avocate de la famille de Walter, maître Del Carmen Verdú, a demandé à plusieurs reprises à ce qu'au moins le chef de l'opération, le commissaire Exposito, soit interrogé, la base, ce à quoi l'avocat d'Exposito, maître Pablo Molina, répondra qu'il faut dissocier l'opération en elle-même, donc les arrestations, des événements qui se sont produits après au poste de police. Oui, son client a organisé l'opération, mais selon lui, il ne peut pas être accusé du reste. Mais face à la pression populaire qui s'intensifie, le commissaire Exposito est enfin arrêté afin d'être interrogé, sauf qu'à la plus grande surprise des Argentins, il est libéré dès le lendemain. Cette libération est vécue comme une injustice, en particulier par les jeunes et les fans de musique alternative, pour qui c'est là la preuve que police et justice se protègent et que la police est plus que jamais déterminée à perpétuer ses pratiques arbitraires et violentes au mépris des libertés individuelles. Apparaît alors un nouveau slogan, un slogan
plan bien plus sombre, tuer un flic pour venger Walter. Œil pour œil, dent pour dent, le peuple réclame vengeance. Et là, ça tremble du côté des autorités. Sauf que, voilà que peu après, une annonce officielle est faite par le gouvernement qui annonce donc que l'affaire est classée. Selon les résultats de l'enquête, une nouvelle autopsie aurait révélé que oui, Walter est bien mort d'un anévrisme, mais que cet anévrisme, il n'aurait pas été causé par un violent coup à la tête, comme le dit le premier rapport d'autopsie. Non, que l'origine de cet anévrisme serait congénitale. Et congénitale, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà présent à la naissance. Donc en gros, l'anévrisme serait non pas traumatique, mais génétique. Et ça veut dire quoi, les amis? Ça veut dire que Walter serait mort de cause naturelle. Voilà pour quel motif l'affaire est classée. C'est vraiment pas de chance pour Walter, c'est triste, mais ça arrive. Et maintenant, circuler, il y a rien à voir. Alors, je vous laisse imaginer la réaction des proches. Ils font de suite appel de la décision. Pour eux, on nage en plein délire. C'est même grotesque que de tenter de faire passer le quick d'un adolescent de 17 ans qui était en parfaite santé et qui n'avait aucun antécédent médical pour une mort naturelle, qui serait due à des antécédents médicaux qu'il n'avait pas. Maria, la grand-mère de Walter, a déclaré « Je tiens à préciser que Walter n'était pas malade, qu'il n'était pas non plus épileptique et qu'il n'a jamais eu d'anévrisme congénital. » Même son cloche, du côté du père, qui a déclaré « Il n'a jamais eu de problème auparavant. Oui, il participait toujours à ses concerts auxquels il n'assistait jamais. Écoutez, mon fils avait 2 faiblesses. Il était fan des San Lorenzo et des Patricio Rey. C'est tout ce qu'on peut lui reprocher. Je suis animée par un désir de justice pour que ça ne se reproduise plus jamais pour aucun jeune. Parce que j'ai une fille. » Oui, donc sachez que Walter a une petite sœur et je connais beaucoup de jeunes qui veulent juste s'amuser. Et je ne veux pas que ce qui est arrivé à mon fils leur arrive. Être arrêtés sans qu'on ne prévienne leurs parents pour s'être juste amusés. Fin de citation. 4 mois après les faits, alors que la famille a fait appel pour que l'enquête donc soit rouverte, le temps passe, mais rien ne se passe. Qu'on se le dise, la mort de Walter a quasiment été ignorée par le système judiciaire argentin. Pourtant, les manifestations continuent et les visages d'autres victimes mortes, elles aussi, entre les mains de la police, apparaissent. Les familles viennent brandir leurs photos, rappelant qu'ils sont des milliers de jeunes à avoir perdu la vie entre les mains de la police, comme Walter, et pour qui jamais justice n'a été rendue. Les médias n'ont que Walter à la bouche, mais rien n'y fait. Le gouvernement argentin semble plus que jamais décidé à glisser l'affaire sous le tapis. Et là, on va faire une petite pause. Il est important de préciser qu'un conflit assez marqué, qui a quand même duré des décennies, a opposé le groupe Patricio Rey à la famille de Walter, et notamment à sa grand-mère, Maria. Et ne vous fiez pas à son allure de petite mamie sage. Oh non, non, non. Elle a un caractère bien trempé et elle dérange tant elle ne mâche pas ses mots. Et ce conflit, il a débuté justement à cette période, lorsque les Patricio Rey ont donné un concert le 10 août 1991 à Mar del Plata, donc toujours 4 mois après le décès de Walter. Et alors que le groupe n'avait jamais fait aucune déclaration le concernant, alors que le groupe brillait littéralement par son silence, voilà que lors de ce concert, le leader, Indio Solari, dédie une chanson au groupe d'Aldo Bondi, c'est un groupe formé par des amis de Walter. Il a dit « Nous allons leur adresser un message spécial. Nous savons où est la douleur. Nous n'avons besoin de personne pour nous le dire. Nous savons où est la douleur. » Alors c'était beau, tout le monde avait applaudi. Et puis en décembre, 4 mois plus tard, rebelote, au moment de la sortie de leur album La Mosca et la Sopa, ils font indirectement référence à Walter en enjoignant le public à faire attention en quittant la salle. Partez calmement, allez en paix, répétait Indio Solari à la fin de chaque concert. Ce sont là des références timides. Pendant ce temps, d'autres artistes écrivaient carrément des chansons et la mobilisation des artistes de la scène rock alternative a été particulièrement intense. Et je vous rappelle qu'on sort d'une dictature, donc c'était quand même un peu risqué que de dénoncer publiquement ce genre de choses. Si tu veux continuer ta carrière tranquillement, tu te mouilles pas. Alors c'est peut-être ça qu'ont fait les Patricio Rey. En tout cas, ils n'ont rien fait. Alors même que l'affaire de Walter a littéralement boosté leur vente d'albums et de places de concert. Donc économiquement, la disparition de Walter a été très avantageuse pour eux. Puis, troisième déclaration, lors d'un concert donné à Florencio Varela l'année suivante, le 12 octobre, voilà que le groupe dédie une chanson à Walter en déclarant « Le temps a passé et ce qui nous reste en mémoire, c'est que beaucoup sèment la zizanie. Tout est arrangé. Je crois que nous savons tous où nous sommes. » Et là, ça a été la déclaration de trop pour Mamie Maria. Elle a publiquement pris la parole pour dénoncer le comportement des Patricio Rey. Elle estime qu'ils n'ont rien fait pour dénoncer les choses, rien fait pour que justice ne soit rendue, et qu'ils n'ont été d'aucun soutien pour la famille. Pas un mot de leur part, rien. Et qu'ils retrouvent la parole après la tempête, elle a trouvé ça culotté. Elle a même dit qu'ils étaient ingrats. Silence radio du côté des Patricio Rey. On peut dire qu'elle leur a bien cloué le bec. Et c'était tellement humiliant pour le groupe qu'ils n'ont plus fait aucune référence à Walter jusqu'au
jusqu'au bout, jusqu'au moment de la séparation du groupe en 2001, quand Indio Solari, le leader, a déclaré que le groupe avait exprimé sa solidarité, mais de manière subtile, à travers leur musique et leurs concerts, et que s'ils ont gardé le silence, c'était pour éviter de se retrouver mêlés à un cirque médiatique morbide et pour éviter le sensationnalisme. Il a dit « Ceux qui sont vraiment touchés par ce qui s'est passé, les amis de Walter, sont ceux qui fréquentent encore les Patricioré. Ces jeunes savent de quoi ils retournent, ils comprennent comment nous nous exprimons sur ce sujet. Ce qui est arrivé à Walter nous a dépassés, mais ce n'était pas de notre responsabilité. Et ce sont des choses qui ont pesé sur le groupe. Le groupe a commencé à avoir une certaine influence dans les médias et en politique, donc nous étions là où nous devions être et non là où on exigeait qu'on soit. » Réponse cinglante de Mamie Maria, les Patricioré sont maudits. Lors de la veillée funèbre de Walter, ils n'ont même pas envoyé de fleurs. Ils sont étranges. Ces gars-là ne vivent que pour eux-mêmes. Ils se fichent de tout le reste. S'ils sont devenus aussi célèbres, c'est grâce à Walter. Une fois, j'étais tellement en colère que j'ai voulu aller les voir. C'était lorsqu'ils jouaient à Huracan. J'ai marché 3 pâtés de maison, mais la foule était tellement dense que je n'avais pas pu avancer et j'avais dû faire demi-tour. Fin de citation. Comment elle leur foutait trop la honte, Mamie Maria. Je pense qu'elle devait être leur pire cauchemar. En tout cas, une chose est sûre, elle vivante, hors de question qu'ils ne se fassent passer pour ce qu'ils ne sont pas. Donc voilà pour la petite anecdote. On va revenir, donc là on en était. Je vous disais que l'affaire avait été classée, que la famille de Walter avait fait appel. Sauf que la décision sera confirmée l'année suivante en 1992. Le gouvernement persiste et signe. Ce qui provoque un énième déferlement de contestation populaire. En réponse, la famille de Walter décide de porter l'affaire devant la Cour suprême de la nation. Et au miracle, voilà que l'année suivante, en 1993, les juges de la Cour suprême cassent la précédente décision, exigeant même la réouverture de l'enquête. Mais le gouvernement s'en fout. Voilà, l'affaire va encore traîner et elle est entravée par la bureaucratie judiciaire. Si bien qu'un an après, en 1994, toujours aucune nouvelle de l'enquête, elle n'a même pas encore été rouverte. Une marche massive est alors organisée par la famille de Walter. Ce sont tout de même plus de 10 000 lycéens qui défilent dans la rue. La famille a déclaré « Nous avons organisé cette marche afin que justice soit rendue pour Walter, mais pas que, pour tous les autres cas de répression aussi, car nous nous sentons réprimés lorsque nous allons à des concerts, lorsque nous sortons, ou à cause de notre façon de nous habiller ou de penser. Cette marche n'est pas une façon d'exprimer la peur, mais la colère face à tout ce qui se passe, car dans ce pays, personne n'est jamais jugé pour ses actes. » Fin de citation. Et c'est l'année suivante, en 1995, que l'affaire est enfin rouverte. Le parquet requiert alors 15 ans de prison à l'encontre du commissaire Exposito, sauf que son avocat, maître Pablo Molina, demande à ce que l'affaire soit transférée au tribunal fédéral. Ce qu'il veut, c'est gagner du temps. Peut-être qu'il voulait que le contexte soit moins délétère pour son client, ce qui va déclencher une série de reports. Mais non, rien ne se calme. L'affaire est même portée cette année même à l'écran dans une série ultra populaire du moment, dont le nom de l'épisode est des plus révélateurs. Il s'appelle Sans condamnation. Puis en 1996, lors d'un concert organisé en mémoire de Walter, une bagarre éclate entre un groupe de spectateurs et une bande de skinheads qui tenait un stand de livres à proximité, et la police n'est pas intervenue. Et en réalité, aucun agent en uniforme n'était présent ni au concert ni dans les environs. Tout simplement parce que la tension à ce moment elle était telle qu'ils osaient plus pointer à certains événements, notamment ceux concernant les jeunes, désireux de prouver que non, ils ne les persécutent plus, sauf que bon, faut quand même toujours garantir un minimum de sécurité. Donc en plus d'être considérés comme violents, ils sont passés pour des incompétents. L'année suivante, en 1997, toujours aucune nouvelle du procès d'Exposito, et il va falloir attendre encore 2 ans, en 1999, pour que l'État ne daigne enfin faire quelque chose. Ouvrir le procès d'Exposito, peut-être ? Non, l'État argentin va simplement proposer une compensation financière à la famille de Walter pour qu'elle accepte d'abandonner la procédure judiciaire. Hors de question pour la famille, elle refuse l'offre. Ce qu'elle veut, c'est savoir ce qu'il s'est exactement passé le soir du 19 avril et faire traduire les responsables en justice. C'est tout. Cette affaire, c'est vraiment un vieux chewing-gum que le pouvoir argentin essaye à tout prix de décoller de sa semelle, mais il n'y arrive pas. Encore 2 ans après, en 2001, toujours rien, et là, c'est trop au goût du Centre d'études juridiques et sociales, qui décide de porter l'affaire devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. C'est une juridiction internationale spécialisée dans les droits de l'homme qui réunit la plupart des pays d'Amérique du Sud. Elle est chargée de veiller, je cite, au respect et à l'application de normes minimales en matière de droits de l'homme dans les Amériques. Elle a une fonction d'arbitrage sur des affaires dans lesquelles un État membre est accusé de violation des droits humains et la Cour va accepter d'instruire l'affaire de Walter. Et c'est l'année suivante, en 2002, qu'il y a enfin du nouveau lorsque, tenez-vous bien, l'affaire est classée sans suite pour cause de prescription. On peut dire que la mauvaise volonté de l'État, couplée aux efforts de maître Molina, qui a usé et abusé de procédures pour retarder au maximum l'instruction, ont été efficaces. Et cette deuxième prescription, les Argentins le vivent comme une insulte. On a beau être 11 ans après les faits, cette affaire est toujours profondément ancrée
gravé dans la mémoire collective argentine. Dites-vous qu'à chaque nouveau cas de violence policière, le nom de Walter Bulacio ressort à chaque manifestation. Le slogan « Je savais » aussi. Walter Bulacio fait véritablement partie de l'histoire de l'Argentine. Donc à l'annonce de cette énième prescription, de nouvelles manifestations éclatent, justice et réforme sont les maîtres mots. À ce stade, c'est un combat entre le peuple et leurs dirigeants, mais le gouvernement a changé quand même depuis le début de l'affaire. Et force est de constater que c'est toujours la même chose. Mais cette justice tant attendue est en réalité sur le point d'arriver, puisqu'il y en a une qui a agi de longs mois dans l'ombre, c'est la fameuse Cour interaméricaine des droits de l'homme. Et c'est le 18 septembre 2003 qu'elle rend sa décision, une décision cinglante à l'égard de l'État argentin. Pour faire simple, la Cour estime qu'au moment des faits, en 1991, des pratiques policières incompatibles avec le respect des droits fondamentaux étaient en pratique en Argentine. Elle ordonne donc à l'État argentin d'adopter des mesures, notamment législatives, pour adapter son système juridique interne aux normes internationales relatives aux droits de l'homme. Autrement dit, elle exige l'abrogation de la loi de vérification d'antécédents, ainsi que la suppression de tout pouvoir permettant aux autorités de détenir une personne sans mandat judiciaire. Elle considère aussi que le crime dont Walter a été victime, et par extension tous les crimes de police, constituent des crimes d'État et qu'ils sont à ce titre imprescriptibles. Il est aussi précisé que dans cet accord préalable, l'État argentin a reconnu sa responsabilité internationale dans l'affaire de Walter. Elle l'a fait via des représentants devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. La Cour a également ordonné que l'État argentin doit poursuivre l'enquête de Bulacio, la conclure, punir les responsables et donner un plein accès aux informations du dossier aux membres de la famille de Walter et qu'il doit leur payer la somme de 184 000 $ à titre de dommages matériels, 210 000 à titre de dommages non matériels et 40 000 à titre de dépenses, donc de frais de procédure. Et ça, c'est une décision exemplaire qui pointe du doigt non pas que l'injustice de l'affaire Walter, mais l'ensemble du système exécutif et législatif argentin jugé trop répressif et incompatible avec le respect des droits de l'homme. Avouez qu'il était temps, sauf que le gouvernement argentin va tarder à se prononcer publiquement sur cette décision et concrètement l'État argentin il fait ce qu'il veut. Alors normalement c'est un État membre, mais les États font ce qu'ils veulent. Mais généralement quand t'es membre, quand t'es un État membre, le but c'est de respecter ce que seront les décisions de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Sauf que le gouvernement argentin va tarder à se prononcer publiquement sur cette décision. Et de peur que cet arrêt ne soit, à l'image du reste, glissé sous le tapis, quelques jours plus tard, en guise de représailles / avertissement, une agression a lieu au domicile d'Exposito. Bon, lui, il est peut-être toujours dehors, mais sa vie est devenue un véritable enfer. Imaginez être détesté par tout un pays. Cet incident pousse l'État argentin à enfin annoncer officiellement la réouverture de l'enquête, mais il ne se passera rien pendant encore des années. L'avocat d'Exposito, maître Pablo Molina, se frotte les mains. Cette affaire a littéralement propulsé sa carrière, et elle continue de lui faire de la pub. Sauf qu'il est récusé 4 ans plus tard, en 2007. À ce moment, aucune date de procès n'a encore été annoncée. La procureure de l'affaire, Monica Cugnaro, lui reprochant d'avoir à nouveau entravé le cours normal de l'enquête en usant et abusant de recours. Le voilà donc purement et simplement dégagé de l'affaire. Traduction, il n'a plus le droit de représenter le commissaire Exposito dans cette affaire. Et c'est 6 ans après cette récusation qui a enfin annoncé une date de procès. Imaginez, il doit avoir lieu le 8 novembre 2013, mais ce qui devait être une excellente nouvelle ne l'est pas vraiment, puisque de 1, seul le commissaire Exposito est sur le banc des accusés et qu'il est uniquement accusé de privation illégale de liberté et non de torture suivie de mort comme le réclamait la famille. Et la peine qu'il encourt est dérisoire, puisqu'il risque un maximum de 6 ans de prison. C'est une énième provocation pour les Argentins qui descendent en masse dans la rue aux 4 coins du pays. Mais bon, je pense que maintenant vous avez bien compris que le peuple peut dire ou faire ce qu'il veut. Leurs représentants, non, rien n'affiche. Les Argentins, ils en ont vu défiler encore plus des gouvernements. Mais peu importe la mouvance, le résultat est le même. Quiconque accède au pouvoir veut conserver le système en l'état pour sans doute au mieux contrôler la population. Et c'est en septembre 2013, alors que le procès doit avoir lieu dans 2 mois, qu'Indio Solari, l'ancien leader des Patriciores, désormais disband, ressort du fourré où il était planqué pour exceptionnellement répondre à la question d'un journaliste concernant Walter. Et il va dire cette phrase. Alors que beaucoup se souviennent de Walter comme d'une photo de son visage à côté du mot « justice », il continue d'être projeté sur les écrans lors de mes concerts. Une phrase qui fait bondir Mamie Maria, qui en guise de réponse déclare « De tous les groupes de rock, il n'y en a pas un seul qui n'ait pas joué à un festival pour Walter, même en dehors de la scène rock. Tout le monde s'y est mis. Les seuls qui n'ont jamais été présents, c'étaient les Patriciores. »
Fin de citation. Voilà, même si Mamie Maria est très occupée par la préparation du procès à venir, elle ne manque jamais une occasion de faire fermer leur clapet aux membres du groupe. Son message est toujours le même, il ne parlait pas avant, alors qu'il continue de se taire, surtout si c'est pour raconter des bêtises. Et si perso, je donne raison à Mamie Maria, c'est que je pense que ce sentiment d'abandon ressenti par la famille de Walter, il sort pas de nulle part. Et ce n'est que début novembre 2013, alors que son procès est imminent, que le commissaire Exposito est enfin inculpé. Le procès s'ouvre quelques jours plus tard, le 8 novembre 2013. Les partisans de Walter et sa famille sont inquiets. Ils ont peur d'assister à un simulacre de procès plutôt qu'à un vrai procès. Et c'est pour faire pression qu'ils sont nombreux à venir manifester ce jour-là devant le tribunal. Ils exigent une sentence exemplaire qui servira d'avertissement à n'importe quel représentant des forces de l'ordre. Fini l'impunité, voilà désormais ce que vous encourez si vous outrepassez vos fonctions. Et ils ont raison de s'inquiéter, les Argentins, puisque ce procès qui est tardif sera également malmené. Déjà, seul le cas de Walter est évoqué. Sont donc ignorées les arrestations / séquestrations illégales des autres jeunes. C'est comme si la justice considérait que Walter avait été le seul à être arrêté cette nuit-là. Quant aux faits, qui lui a fait quoi, quand, où et avec quoi, ils ne seront que superficiellement abordés. Si bien qu'on n'apprendra pas beaucoup plus de choses sur ce qui est arrivé à Walter. Et de toute façon, l'État argentin s'est justement organisé pour que ne soient pas évoqués les événements en détail. Puisqu'on rappelle que le commissaire Exposito n'est pas accusé d'avoir tabassé puis quick Walter, mais uniquement de l'avoir arrêté et mis sous les verrous sans motif légitime. Et donc voici ce qui se serait vraisemblablement passé le soir du drame. Qui a frappé Walter en premier ? On ne sait pas, seule certitude. L'un des policiers présents ce soir-là, l'agent Fabian Silva, a témoigné avoir vu le commissaire Exposito, je cite, exploser de colère, à la suite de quoi il s'est emparé de la matraque d'un collègue pour frapper Walter à la tête. S'en est suivi un déferlement de violence. On rappelle que les agents avaient la bénédiction du commissaire pour faire ce que bon leur semblait, donc on pense qu'ils ont été plusieurs à s'être relayés autour de Walter lors de son interrogatoire, pour le frapper, pour le brûler. Ça, on connaîtra jamais le détail. C'est la seule chose que l'on sait de plus. Et la défense soutient encore lors de ce procès que Walter est mort de cause naturelle. Sauf que l'accusation et nombre de spécialistes interrogés, pour qu'il y ait une rupture d'anévrisme, il faut forcément qu'il y ait eu un stimuli extérieur, vu le jeune âge de la victime et son absence d'antécédents. Et ce stimuli, il peut être physique ou psychologique. Selon l'accusation, il est quasi certain que la pression psychologique subie lors de cet emprisonnement était largement suffisante pour provoquer une rupture d'anévrisme. Ça, sans compter son trauma crânien. Le procès va durer plusieurs jours, et juste avant l'énoncé du verdict, comme le veut l'usage, le juge a demandé à l'accusé s'il avait quelque chose à dire. C'est souvent l'occasion pour eux de présenter leurs excuses aux victimes ou aux familles des victimes. Alors qu'Exposito aurait pu avoir une pensée pour Walter, il n'en aura pas. Il a juste remercié le système judiciaire et le tribunal oral numéro 29 en déclarant « Je vous suis profondément reconnaissant pour la façon dont j'ai été traité, pour les soins que vous m'avez prodigués. Voilà, je n'ai rien à dire de plus. Merci simplement pour l'attention que vous m'avez portée concernant ma santé. C'est tout ce que j'ai à dire. » Et c'était un peu embarrassant. Il ne s'est même pas excusé concernant le raid et les méthodes employées lors du raid. Alors le juge a insisté, il lui a tendu une perche, il lui a dit « Vous n'avez rien d'autre à ajouter ?» Ce à quoi Exposito a répondu « Je veux juste réitérer ma gratitude à vous trois. Voilà, c'est tout. Bonne journée. » Et voici la peine. Il est reconnu coupable d'avoir mené le raid qui a conduit à l'arrestation de Walter. Il est aussi reconnu coupable de privation illégale de liberté. Et il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. Voilà. Et ne prendre que 3 ans de sursis, donc 0 prison ferme, alors même qu'il a été jugé coupable. Comment parler de justice ? À la sortie du tribunal, les familles de Walter et d'autres victimes de violences policières laissent éclater leur colère. Quand un journaliste demande au père de Walter ce qu'il pense de la peine, il répond « Ils sont tous pareils, ils font toujours la même chose, ce sont tous des salauds. Je suis venu chercher mon fils, 10 heures plus tard, ils l'ont tué. Oh salaud ! Et on savait que ça allait se passer comme ça. Tous les procès sont comme ça. Ce sont tous des salauds. Juges et procureurs corrompus, salauds. Voici ce qu'ils sont. » Fin de citation. Et ça a été aussi l'occasion pour l'avocate de la famille de Walter de souligner que Walter n'est pas qu'un cas emblématique. C'est un cas parmi tant d'autres. Il est l'un des 4000 enfants assassinés en démocratie par l'appareil répressif de l'État. Et si lui n'a pas réussi à obtenir justice, avec la renommée de son affaire, qu'espérer pour les autres ? Pour les Argentins, le gouvernement a juste profité de ce semblant de procès pour enfin pouvoir enterrer cette affaire qui leur colle à la peau depuis 2 décennies. La décision de justice est massivement conspuée, manifestation, tout ça, sans aucun effet. Et c'est l'année suivante, le 6 octobre 2014, que Mamie Maria tire sa révérence.
Sentant la fin arriver et sa santé se dégrader, elle avait déclaré peu de temps avant son décès: « Ces dernières années, je me doutais déjà que quelque chose allait m'emporter. Mais je mourrai en sachant qu'une décision de justice a été rendue. Mais je sais qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. » Vous voyez, elle est morte quelques mois après la condamnation d'Exposito. C'est comme si elle avait tenu bon. Et puis, une fois qu'il y a eu la décision de justice, c'est bon, je peux m'en aller. Sachez que l'affaire de Walter a eu le mérite de faire changer la loi. Elle a entraîné l'arrêt de la surveillance policière au concert et, de fait, la fin des arrestations injustifiées aux abords de ces lieux, faisant ainsi disparaître l'un des derniers vestiges de la répression et du harcèlement policier envers les jeunes. Et l'arrêt de la Cour interaméricaine a aussi entraîné des réformes qui ont limité la possibilité pour les forces de police d'identifier et d'arrêter les citoyens de manière discrétionnaire. Sauf que les anciennes lois seront finalement rétablies en 2016 en violation de l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Une décision qui a suscité énormément de controverses et de critiques. Mais bon, ça encore une fois, les représentants s'en fichent. Pour le 30e anniversaire de la mort de Walter, le porte-parole de Corépi, c'est une association qui lutte contre la répression policière et institutionnelle qui a justement été fondée à la suite de la mort de Walter. Donc, le porte-parole a déclaré: « Aujourd'hui, alors que personne ne conteste que Walter ait été quick par la police, nous affirmons simplement que l'État argentin n'a pas respecté l'arrêt de la Cour interaméricaine, qui devait pourtant mettre fin aux pratiques non réglementées comme les descentes de police, dont on constate actuellement la multiplication, et notamment dans les quartiers sensibles. » Donc, les violences policières perdurent, les arrestations sans mandat judiciaire aussi. C'est une pratique qui est toujours en vigueur en Argentine. Les organisations de défense des droits de l'homme continuent d'exiger le respect intégral de la décision de justice et la réforme du système de détention policière. Elles affirment que chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont privées de liberté sans motif dans le pays et que plus de la moitié des personnes détenues au commissariat sont victimes de ces méthodes. Voilà, les amis, vous connaissez tout de l'histoire de Walter, une histoire qui a vraiment marqué le pays. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la booster et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.